Ça sera verrouillé. Silence. Jade et Yula, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Comme ça, Money, tu penses que ton stuff, c'est la grosse affaire? Laisse-moi te dire une chose, qu'avec ce stuff-là, les petits dealers sont mieux de prendre leur trou. C'est cet inconscient-là qui est le plus dangereux. Nice shooting, son. What's your name? Murphy. Je suis un porc! Je suis une ordure! Ah! Je suis pourri! Je suis lépreux! Encore! Attendez, non! Ne partez pas! I put a spell on you. Because you're mad! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 7e Antiquaire, votre émission de cinéma aux proportions cosmiques. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et je suis alimenté des feux de mille soleils aujourd'hui, chers astres cosmiques qui m'écoutent, parce que, regarde, ça a l'air que c'est une tendance en balado que de donner des petits noms à leurs auditrices et à leurs auditeurs. Fait que vous êtes mes astres cosmiques aujourd'hui. Hey, why not? Ça vaut la peine de l'essayer une fois de temps en temps. Je suis vraiment, vraiment content de faire l'émission aujourd'hui parce que, bon, parfois, il y en a que... Il y a de ces épisodes où on a l'impression de plus comme faire sortir violemment les trucs de nous. Mais cette... Oh non, j'ai complètement oublié ça. Qu'est-ce que je vais faire? Pardonnez-moi, je viens de réaliser que j'ai oublié le petit sac de caca qui me servait à trouver les émissions de la... Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Ah, parce que bon, vous avez vu là, récemment, qu'est-ce que je fais, c'est que je sors en fait, j'ai mis plein de noms de films ensemble. Je les ai mis dans un petit sac qui est écrit Bag of Poop. Puis sur mon Bag of Poop, ben, il y a comme tout comme les... Ah. Bon, ben regarde, on va s'arranger, on va trouver quelque chose. Évidemment, là, regarde, on va s'arranger de la façon la plus simple possible. L'épisode de la semaine prochaine, ça va porter sur Christmas Evil, parce que c'est le spécial de Noël. Puis j'ai goût de parler du Yuletide Horror, qui est le film du Miskatonic Institute for Horror Studies. Fait que, regarde, j'ai pas besoin de sac de caca aujourd'hui. Bref, aujourd'hui, vous êtes mes petites étoiles cosmiques. J'espère que je me suis pas mélangé. Je suis vraiment content de parler de cette émission-là, en fait, qui est arrivée un peu par hasard dans mon chemin, parce que il était dans mon sac. J'étais comme, ben pour les personnes qui ont écouté l'épisode il y a quelques semaines maintenant, où j'ai pigé Changes, puis je me rappelais même pas qu'est-ce que c'était, ben ça faisait partie de ces hasards-là dans le cosmos de faire des émissions comme ça. J'étais comme, ok, ok, ben je vais redécouvrir qu'est-ce que ça veut dire, ou je vais redécouvrir qu'est-ce que c'est ce film-là. Et il s'avère que je me suis comme totalement trompé par rapport à tout ça. C'est pas un film, c'est une télésérie de 10 épisodes de la BBC de 1975, avec pas nécessairement des acteurs reconnus ni des personnalités cinématographiques auxquelles on s'attendrait, ou du moins qu'on est comme, ah oui, c'est vrai, lui il a joué. T'sais, c'est essentiellement beaucoup de monde qui ont joué dans War Games, qui est pas le film, là, mais dans la télésérie britannique. C'est certaines personnes qui ont joué évidemment dans The Prisoner, c'est comme mes référents directs, mais il y a aussi un truc par rapport à la télévision de la BBC, on n'est pas ultra au courant de qu'est-ce qu'ils produisent, ce qui fait qu'on se retrouve une fois de temps en temps à avoir des trucs comme Changes, dire c'est de la pure surprise. Wow, c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'on a réussi à aller chercher avec ça. Donc, aujourd'hui, wow, ok. Ah non, c'est bon, je l'ai. Oui, excusez. Je suis un peu mélangé. Il y a plein de trucs duquel je veux parler. J'ai vraiment beaucoup ça a été extraordinaire comme découverte pour moi de Changes. Fondamentalement, ce n'est pas une émission qui va avoir changé ma vie, mais c'est définitivement le genre de truc que je suis vraiment content de faire une émission à propos. Donc, 1975, The Changes, en fait, ça a été la production. Elle a commencé en 1972. Ça a été diffusé en 1975 à la BBC. Je vais être totalement ouvert et transparent par rapport à ça. C'est pas le truc le plus facile à trouver. Changes, il est actuellement un
peu, il se promène un peu avec la BFI, il se promène aussi un peu sur une plateforme qui s'appelle BBC Gold, qui, je ne sais pas si elle existe encore. C'est évidemment leur plateforme classique là, pour dire « Hey, on a déjà fait ça, puis c'était assez malade. » Et je dédouble leurs affirmations. Là, The Changes, c'est assez malade. Et je vais vous en parler, mais fondamentalement, c'est une télésérie de science-fiction britannique, comme je vous le dis, des années 73, pardon, des années 70. Ça a commencé en 73, j'ai dit en 1972 tantôt, mais je vais passer ça sur le dos de la confusion et du fait que le café est comme pas tout à fait à distance, je suis capable de le pogner, que je l'ai. Donc, c'est ça, c'est une télésérie qui a commencé à production en 1973, ça a été diffusé en 1975. C'est une télésérie pour enfants. Que ne fut pas ma surprise en faisant la recherche, après avoir écouté le tout, que de constater que tout ceci n'était qu'un rêve enfantin. Mais pas que c'était un rêve enfantin, mais évidemment, quand tu n'as pas ça comme horizon d'attente, quand tu n'as pas l'impression que tu es en train d'écouter un show pour enfants, puis qu'après ça, ils disent que c'est un show pour enfants, ça dissonne un peu, parce que tu dis, OK, il n'y avait pas peur dans les années 70 de faire ces trucs-là. Je vais vous faire la prémisse très rapidement, puis après ça, épisode par épisode, il faut qu'on y revienne. The Changes, ça commence avec le premier épisode qui s'appelle The Noise, qui est pour moi pas mal la situation initiale et tout ce que vous avez besoin de savoir, malgré que, parce que la télésérie, comme je vous disais, elle est très peu disponible. Je vais faire la déclinaison des 10 épisodes parce que je n'ai pas une garantie que vous allez pouvoir le voir. Si vous pouvez le voir, c'est extraordinaire. Je m'adresse surtout à la communauté européenne actuellement qui semblerait écoute l'émission. Que je ne suis pas ma surprise que d'apprendre ça cette semaine, qu'on se retrouve avec le 7e Antiquaire parfois à être numéro 1 dans les balados-diffusions d'histoire du cinéma dans l'Hexagone. Ça fait que je capote un peu. Mais bon, pour les personnes en France, c'est possible que vous ayez une accessibilité accrue de Changes. Donc, c'est possible que ça soit plus disponible dans votre région, notamment par le fait qu'il a été produit en DVD, mais en zone 2, pas en zone 1 ou 0. Donc, The Changes, ici, dans le continent américain, est assez inaccessible. J'ai essayé de faire une recherche sommaire sur YouTube pour voir si ça existait. On se retrouve à avoir fondamentalement beaucoup plus des teasers ou des sections d'épisodes. Mais je vois que sur Dailymotion, on a The Changes, l'épisode 1, The Noise, est séparé en sections. Donc peut-être juste écouter le premier épisode pour la prémisse, parce qu'elle est assez intéressante. Je vais pour la prémisse. En fait, c'est l'histoire de Changes, c'est une histoire d'une famille extrêmement normale, si je pourrais dire. Là, si telle chose existe en Angleterre, une famille normale. Et là, c'est pas un commentaire par rapport aux élections d'hier. Je dis absolument rien par rapport à ça. Mais on a le personnage principal, c'est essentiellement une jeune fille qui s'appelle Nikki Gore, qui est interprétée en fait par... son nom, c'est Victoria Williams, mais elle est créditée à cette époque-là sous le nom de Vicky Williams. C'est son rôle principal. C'est le rôle principal, puis c'est son rôle de carrière, essentiellement. Cette actrice-là, assez jeune, était destinée possiblement en plus, mais elle n'a pas vraiment eu d'autres rôles marquants dans sa carrière. Donc, Victoria Williams, qui joue Nikki Gore, elle est à la maison avec sa famille, et en même temps, là, je dis ça, puis je devrais peut-être quand même me reprendre un peu. Elle a fait des trucs assez extraordinaires, notamment elle joue l'infirmière dans le Mirror Mask de Dave McKean et Neil Gaiman. Donc, je me reprends pour... vous voyez, c'est là où des fois, quand on fait des recherches, moi, j'ai recherché Vicky Williams, puis ça ne me donnait pas grand-chose, mais Victoria Williams, ça donne des résultats. Donc, Victoria Williams, malgré que, comme je vous dis, une carrière... c'est quand même extraordinaire qu'elle a réussi à être actrice entre les années 70 jusqu'aux années 2000, mais son rôle le plus marquant, disons, c'est le personnage de Nikki Gore. La prémisse de Changes, ça fait 3 fois que j'y reviens. Je suis totalement d'accord que je me défais devant vous. Je me déconfie. J'ai plus ni queue ni tête. Qu'allons-nous faire? C'est que du jour au lendemain, il y a un moment historique extrêmement important dans l'histoire de cette Angleterre fictive, où tous les machines de l'Angleterre se mettent à faire un bruit strident, inécoutable, et toutes les personnes autour sont un peu forcés, un peu pris dans l'obligation de démolir les machines à côté d'eux autres. Fait que là, on est dans les années 70, on est déjà en train de considérer que la pollution sonore est une menace.
Et on décide un peu d'extrapoler là-dessus. Fait qu'essentiellement, on dit, qu'est-ce qui arrive si du jour au lendemain, les machines disent, hey, nous autres, on fait un high-pitch noise, on décide d'aller dans les grandes fréquences, puis on dérange tout le monde. Puis c'est ce que ça fait. Essentiellement, le premier épisode de Noise, c'est ce bruit-là où tout le monde décide, décide en fait, où sont un peu interpellés ou un peu sommés de démolir tout ce qu'il y a de mécanique autour d'eux autres parce que ça fait un bruit pas vivable. Et conséquence immédiate, c'est qu'on tombe on revient à une ère pré-industrielle. Et là, tout d'un coup, on tombe dans une espèce de sentiment féodal, si on peut le dire de cette manière-là, parce que les gens ont, du moins, c'est ce qui est d'apparence superficielle. C'est pour ça que écoutez au moins le premier épisode de Noise qui est disponible, puis vous allez voir dans quelle direction ça peut aller. Je suis pas en train de dire que qu'est-ce qui suit n'est pas d'intérêt, mais vous avez quand même une bonne idée, puis c'est un beau 20 minutes. C'est vraiment, vraiment le fun d'écouter ça, un 24 minutes, là, et d'avoir ces gens-là qui le démolissent. Donc, il y a évidemment un chaos, ça fait en sorte que la famille est séparée. Nikki doit rejoindre, en fait, sa famille, n'y arrive pas. Ses parents décident d'aller voir, je crois, en France, si ça se passe mieux de ce bar-là. C'est juste les machines british qui font du bruit. Peut-être que les machines françaises sont tranquilles. Et ils se séparent. Et essentiellement, là, je gaspille aucun punch, on ne revoit plus jamais les parents. Essentiellement, on suit l'histoire de Nikki Gore et ça ressemble, je trouvais que ça ressemblait beaucoup au film de Nicolas Roeg. En fait, ça ressemblait à Walkabout. C'était vraiment intéressant. C'est un Walkabout un peu britannique, en fait, très britannique, mais c'est un retour à une espèce de traditionnalisme suite au développement industriel qu'on sait qui a commencé en Angleterre. Donc, ça aurait pu ça aurait pu se dérouler à Manchester, donc pour faire boucler la boucle par rapport à la révolution industrielle, parce qu'on sait que c'est là que ça a commencé. Mais The Changes est essentiellement ça. C'est ça l'histoire. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un bruit, tout le monde décide de tout démolir, et là, on voit un peu les pérégrinations de Nikki Gore à travers cette Angleterre qu'on surnomme post-apocalyptique. Puis je pense que c'était ça qui m'avait interpellé initialement quand je voulais faire quand j'ai décidé de mettre Changes dans le sac des suggestions pour les émissions, c'est que j'étais comme wow, une télésérie post-apocalyptique britannique introuvable des années 70, wow, je veux écouter ça. Mais honnêtement, le post-apocalyptique est quand même très argumentable dans son libellé parce que il n'y a pas d'apocalypse vraiment. On est dans une Angleterre post-industrielle, si on peut le dire. C'est le moment où est-ce que on s'est tanné, ou du moins dans l'histoire, on a eu des problèmes avec les machines et on revient à un état de simplicité. Mais il n'y a pas à proprement parler d'apocalypse, malgré qu'on pourrait considérer que la fin des machines, c'est une apocalypse. Si c'est le cas, ben là, ça devient une autre porte qu'on ouvre, qu'on décide de réfléchir cette série-là d'une autre manière. Un des trucs qui me fascinait dès que ça a commencé, évidemment, une des grandes réflexions dès le premier épisode, c'est cette idée-là qu'on ne peut pas, on peut pas contourner l'idée que c'est une télésérie de la BBC puis ça traite du son. Évidemment, la BBC a un grand travail, un grand historique par rapport au travail sur le son, ce qui fait que je trouvais ça vraiment intéressant que dès les années 70, puis même avant, il y a un rapport fictif au son comme si c'était une présence. Et là, évidemment, bon, on parle d'Alia Derbyshire, on parle quand on se met à réfléchir à l'importance du son, on pense à Doctor Who, on pense aussi aux banques de sons qui ont rendu disponibles, parce que la BBC a tellement produit de sons de synthèse ou des captations naturelles. Ils en ont tellement que récemment, ils ont décidé de juste ouvrir ça. Ils ont fait avec bonne chance, si vous êtes capable de naviguer dans notre interface, ces sons-là sont pour vous. Mais je trouvais ça intéressant de thématiser le son. À la manière, par exemple, qu'on le fait avec The Conversation. The Conversation est aussi un film qui thématise le son, mais qui travaille un peu sur le son de manière scopique. Là, c'est vraiment le bruit, l'oscillation dans l'air et la réception dans les oreilles. Qu'est-ce que ça représente? Bon, évidemment, le son de The Changes n'a pas été fait par n'importe qui. Il a été fait par un monsieur qui s'appelle Paddy Kingsland, qui est peut-être le nom le plus cool que je peux imaginer pour un Brit, Paddy Kingsland. C'est assez fou. Il a tout fait sur un synthé, pardonnez-moi, là, je vais vous dire, un EMS Synthi 100. Donc, c'est un synthétiseur avec un petit
en anglais, c'est un horn, là, donc un petit clarion, si on peut dire. Il y a un ajout de percussion dessus, puis je pense même qu'il y a un plugin de sitar. Donc, il a travaillé sur l'ambiance, la création de l'ambiance sonore de The Changes. Il a travaillé sur le bruit aussi. Et il a aussi continué à faire les adaptations. En fait, c'est lui qui a fait la sono pour le radio-roman de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Et évidemment qu'il a travaillé sur Doctor Who dans les années 80. Ce qui fait que Paddy Kingsland, oh yeah, a fait ce travail-là autour du son, qui est un son disruptif. Puis pour les gens qui voudraient peut-être avoir plus de suggestions par rapport à ça, je trouve ça extraordinaire qu'on a commencé à penser au son comme présence nocive dans les années 70, peut-être même dans les années 60. Mais jusqu'à très récemment, il y a une très très belle balado qui s'appelle The Message, qui a été produite par General Electric, que vous pouvez retrouver sur iTunes Store, pardon. Et ça parle aussi de cette idée-là du son comme problème. Ça entrecoupe un tout petit peu le film de Denis Villeneuve, The Arrival. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir ce travail-là, ou du moins de consommer des fictions dystopiques dans lesquelles on travaille le son, je vous conseille The Message, puis je vous conseille aussi immensément The Changes. Donc, The Changes aussi, je peux pas passer sous silence le fait qu'on a déjà travaillé quelque chose qui était un peu similaire à ça à l'Antiquaire. Ça ressemble beaucoup à Quatermass and the Pit, du moins dans cette idée-là d'une exploration mystico-scientifique de l'occultisme en Angleterre. Quatermass and the Pit et le personnage de Quatermass en général aurait totalement sa place dans The Changes, mais on a décidé vraiment d'en faire un récit un peu plus, comme je vous dis, non pas expérimental, mais d'errance. Beaucoup plus quelque chose comme une jeune fille qui disparaît dans l'Angleterre et qui doit un peu survivre à coup de rencontres avec des personnes aléatoires comme ça. Donc, premier épisode, c'est ça. C'est l'événement déclencheur, la séparation de la famille et l'autonomie annoncée pour le personnage de Nikki Gore. Le deuxième épisode s'intitule The Bad Wires. Ça, c'est, à mon avis, aussi un autre gros moment où j'ai été extrêmement épaté par l'ampleur et par la portée de cette série-là. C'est que Nikki, en cherchant sa famille, elle se promène, elle se rend compte qu'il y a quand même aussi, évidemment, beaucoup de personnes qui ont déserté. On se retrouve aussi à avoir beaucoup d'individualisme. Les gens essaient de survivre pour eux-mêmes, n'ont pas nécessairement le temps de s'occuper de quelqu'un d'autre. Et elle croise le chemin d'une communauté sikh. Cette religion, si on peut dire, mais qui est une religion extrêmement noble, où ces gens-là sont un peu sur le même diapason. Là. Ils la regardent, elle dit est-ce que je peux vous suivre, j'ai besoin d'aide et tout, et les Sikhs sont pas vraiment, c'est pas comme si on avait l'habitude de ramasser des jeunes filles blanches comme ça. Donc si t'as quelque chose à faire, on peut peut-être te donner un coup de main, mais la matriarche de cette communauté-là ne veut absolument rien savoir d'inclure quelqu'un qui est à l'extérieur de leur communauté. Mais les Sikhs, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, puis ça devient une piste d'interprétation que je n'ai pas nécessairement explorée plus qu'autre chose, mais les Sikhs, eux, ne l'entendent pas, le bruit. Donc, il y a cette idée-là d'une communauté moderne contre une communauté traditionnelle, si on peut dire. Surtout que le plus que ça continue, le plus qu'on se rend compte que le traditionnalisme, si on peut dire, ou même le conservatisme sikh est quelque chose d'intentionnel. Puis ça, j'ai trouvé que la représentation des Sikhs, elle est vraiment importante, elle est vraiment sensible. T'sais, malgré, au début, on pourrait penser essentiellement qu'on s'en va vers un scénario où un scénario xénophobe, là, les autres sont méchants, et ainsi de suite. Les Sikhs ont, dans leur communauté, vraiment des réflexions extrêmement intéressantes et intelligentes par rapport à comment ils se comportent et pourquoi est-ce qu'ils n'embarquent pas avec Nikki. Là. Je parle vraiment à l'interne. Ils comprennent que la population britannique est inquiète et ils comprennent aussi cette idée-là d'autres qui peut être dangereux, mais ça ne les met pas, ça ne les oblige pas à se poser des questions à propos d'eux-mêmes, même que ça leur confirme un peu l'exceptionnalité de leur communauté. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment il y a des prises de parole par rapport à la xénophobie qui sont extrêmement lucides, mais pas inclus pour faire un débat politique. C'est juste, les choses sont telles qu'elles le sont. Comme on le dit à quelques reprises, « Even in our own country, the Sikhs are different people. » Donc eux autres, même
en Inde, même au Pakistan, et ainsi de suite, les Sikhs sont toujours un peu considérés comme une autre communauté. Donc, dans une communauté britannique, ils ne se sentent pas plus ostracisés que chez eux. Et il y a quelque chose de bon, évidemment, ça c'est moi personnellement qui trouve qu'il y a une grande noblesse chez les Sikhs. Si vous savez, le turban traditionnel que les Sikhs portent, c'est essentiellement un refus de hiérarchisation. C'est essentiellement de dire qu'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, on porte toute une couronne. Fait que ça, bon, évidemment, l'anarchiste en moi trouve ça extrêmement louable. Mais il y a ce moment-là où ils font, ben regarde, jeune fille, qu'est-ce qui est en train de se passer est un mot moderne, en fait. C'est quelque chose qui est en train de se passer avec vous et vos machines et votre situation. Vous allez devoir vous adapter par rapport à ça, inévitablement, parce que c'est pas comme ça que un changement aussi drastique va inévitablement amener une variation dans votre style de vie. Qu'est-ce qui est important, c'est que vous preniez en tête que c'est difficile maintenant, mais ça sera pas toujours aussi difficile. Et quand ça sera pas aussi difficile, il faut qu'on continue à être nous-mêmes. J'ai trouvé cette phrase-là, je vais vous la dire en anglais, là. Times are bad now, and one day they will not be so bad, so we will still want to live like we do. Elle m'a tranché, cette phrase-là. Je trouve qu'elle a un potentiel extrêmement intelligent pour parler de notre époque. C'est qu'actuellement, on est dans un climat complexe. Actuellement, on vit dans des circonstances de pression immenses, mais cette pression-là et cette complexité par rapport à notre époque ne doit pas subsister après, quand tout va aller mieux, si on peut dire. Pas quand tout va aller bien, mais quand tout va aller mieux. Donc, nous ne devons pas être changés dans notre humanité. Nous devons continuer, même dans les pires des incidences, même dans les pires des situations, nous devons continuer à être nous-mêmes, puisqu'il y a un moment où ça va aller mieux, et il faut que cette personne-là soit intacte. Je trouve qu'il y a, un constat sur la moralité, puis un constat sur qu'est-ce qu'on est fondamentalement. Autant qu'on est capable de dire, on est capable de juger une personne de par comment qu'elle se comporte dans un temps de crise. Ben oui, mais qu'est-ce qui ne change pas entre nous en temps de crise et nous en temps de relaxation, ou nous en temps de joie, ou d'opulence, ainsi de suite. C'est ça qui est fondamental. C'est comme ça que les Sikhs approchent cette catastrophe-là dans la série. Ils disent, faut pas que la catastrophe change quelque chose chez toi, parce qu'une fois que ce changement-là va être revenu ou va être réparé, ou ainsi de suite, toi, tu dois rester intact. Fait qu'il y a quelque chose de très, très noble. Puis là, tout d'un coup, je me dis, c'est extraordinaire, on va embarquer dans quelque chose sur l'ouverture de l'échange culturel, parce que, bon, inévitablement, ils finissent par accepter Nikki. Nikki se fait une très, très bonne amie qui lui apprend le Punjab, et ainsi de suite. Puis là, je me rends compte que, là, on est dans une télésérie post-industrielle sur l'ouverture des autres. Je me dis, on est au 2e épisode, inévitablement qu'on va ouvrir plus largement sur la porosité entre les cultures et comment est-ce qu'on est capable d'échanger, puis c'est comme ça qu'on survit à l'apocalypse. Puis là, je mets des gros guillemets. Mais c'est pas du tout ça. T'arrives au 3e épisode, et on arrive dans une autre communauté. Le 3e épisode s'appelle The Devil's Children, et cette communauté-là, ben évidemment, beaucoup plus patriarcale, beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus, des phrases comme « La femme est... the woman is subservient to the man ». Et là, tout d'un coup, on est dans un petit village qui a décidé, en réflexe d'isolation, de se renfermer et de dire « Non, nous autres, on n'ouvre à personne. On veut rien savoir des Sikhs, on veut rien savoir même s'ils ont une jeune fille de notre communauté qui ont intégré. Il n'y en a pas question, c'est notre affaire. » Et là, tu dis « là, déjà, on est en train de tester les limites de l'acceptation de l'autre. » Mais dans The Devil's Children, le village conservateur, si on peut dire, le village britannique, n'est plus en mesure de s'occuper de subvenir à leurs propres besoins. Fondamentalement, comment que ça se manifeste, c'est qu'ils ne peuvent plus réparer leurs outils. Toutes les pelles, toutes les pics, toutes les fourches sont en train de briser. Ça fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de correctement faire l'agriculture. Ça fait en sorte qu'ils sont incapables de se nourrir. Ça fait en sorte que le village va inévitablement mourir de faim. Mais les Sikhs, eux, sont des métallurgistes. Donc, on se retrouve via la courroie de transmission qui est Nikki. Nikki a dit, nous, on va réparer les trucs.
et vous allez tolérer leur présence. Donc, essentiellement, le soir, les villageois viennent déposer les instruments à l'extérieur, à l'orée du village, on peut dire, et les Sikhs viennent les ramasser, les réparer et viennent les replacer. Donc, ils sont essentiellement comme des présences magiques, en fait. Les Sikhs sont un peu des fées qui réussissent à réparer des trucs et réussissent à essentiellement opérer une forme de magie, si on peut dire. Bon. Épisode 4, on arrive à un épisode qui s'appelle Hostages, là où la xénophobie arrive à son comble. On décide... En fait, il y a une bande il y a des bandits qui glissent dans le village, des bandits qui sont à chevaux, qui, eux, décident de plier la communauté sikh sous leur demande, en fait, sous leur joug, en prenant en otage les enfants et en disant, on a vos enfants, donc vous faites ce qu'on veut. Et là, les Sikhs partent à la guerre. Il n'y a rien de plus cool que voir ça. Parce que c'est vraiment juste tous des Sikhs experts en métallurgie, qui ont toutes des épées et tout. Ça devient une espèce ça devient comme... Non, pas épique, mais c'est un combat très... je sais pas, j'ai trouvé ça super le fun de voir ces brigands-là, un peu une forme de pirates, se faire rebuter par des nobles guerriers sikhs dans un, comme je vous dis, un récit post-apocalyptique ou ainsi de suite. C'est assez spécial. La guerre fait en sorte que les Sikhs le remportent. Il y a des personnes qui meurent d'un bord puis de l'autre. Évidemment, on décide d'un peu arrêter ça après. Ils se débarrassent des pirates, des brigands, si on peut dire. Épisode 5, c'est Witchcraft, où là, Nikki tombe de la charrette, en fait, est en train de se faire transporter dans une charrette pour éviter ce combat-là à la mort entre ces deux communautés. Elle tombe et elle a, tout d'un coup, elle se fait attaquer par un autre personne, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus autorité religieuse, genre, je le dirais peut-être de cette manière-là. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour dire que, évidemment, le truc avec les machines, c'est un fléau de Dieu. On a mal agi, donc on doit absolument repenter. On doit revenir un peu à la manière du traditionnel. C'est un personnage qui s'appelle Carter, interprété par Roy Evans, qui le fait. Et là, il est à la recherche de la sorcière parce que c'est les sorcières qui ont inévitablement amené ce fléau-là sur l'Angleterre. Il a l'impression que c'est Nikki la sorcière parce qu'elle passe d'un monde à un autre. C'est drôle parce que je faisais la recherche de l'émission. J'ai parlé d'Axan la dernière fois. Là, je suis encore en train de parler de sorcière. Mais on a effectivement dans Witchcraft et l'épisode qui suit, Pillar of Stones, cette idée-là de quelqu'un qui dit c'est un châtiment divin, on a fait les choses, on a été trop progressiste, on a trop été libéraux, si on peut dire liberals. On doit revenir à la bonne vieille tradition et là, on va brûler les sorcières, ça va ramener l'ordre établi dans notre société. Puis même qu'il y a des... en fait, Nikki se fait adopter par une autre famille, en fait, elle rencontre quelqu'un d'autre. Et dans cette famille-là, il y a une jeune fille de son âge qui dit « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous constatez à quel point c'est absurde qu'il y a des hommes d'âge adulte qui croient encore aux sorcières? » Et là, tout d'un coup, ça devient... cette autorité avec des parenthèses, là, mais c'est ce gars-là, ce débile-là, qui décide d'opérer de mettre le joug, là, de retourner, effectivement, là, c'est comme toutes les étapes du féodalisme, essentiellement, d'aller chercher des expertises à gauche, à droite, et ensuite de dire, non, c'est nous autres qui comptent, puis c'est Dieu qui... Bon, on a tout ça. Il a encore ce maniaque-là, si on peut dire, le maniaque qui est encore en train de kidnapper des enfants, puis tout ça, continue dans ses tactiques. Il y a des prises d'otages. On arrive à Heart Ease avec l'épisode 7, où les enfants, en fait, maintenant qu'ils sont rendus 3, Toniki et 2 autres, décident de trouver une espèce de manière de le tuer, man. C'est à peu près ça. Donc, une tactique avec un bateau. En fait, ils remplissent un bateau d'explosifs. Puis, le personnage de Davy Gordon, vous m'excuserez, Davy Gordon, c'est le débile religieux. Et complètement... lui, il pense que tout va bien se passer, mais le bateau arrive, explose, il finit par tomber dans le lac. C'est le truc le moins... le plus anticlimatique que tu peux imaginer, parce qu'il tombe dans le lac, puis il sait pas nager, puis il se noie. C'est pas vraiment... en fait, c'est peut-être plus la partie la plus intrigue là-dedans, avec le kidnappage, et ainsi de suite. On a quelque chose qui tient beaucoup plus les épisodes du centre, mais c'est à partir aussi du 8e qu'on tombe sur un couple
qui est un couple, en fait, qui est un peu dans la simplicité volontaire. Et lorsque Nikki est en train de parler avec la femme de ce couple-là, elle explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. En fait, c'était des gens qui habitaient dans la capitale. Ils essayaient d'avoir des enfants, mais leur vie, elle était trop chaotique. Il y avait trop de travail et tout, donc ils n'arrivaient jamais à être capable d'avoir ce moment de paix, ce moment de répit. Elle a constaté qu'elle était... qu'elle avait de la difficulté à avoir des enfants à cause de son rythme de vie. Puis là, ils sont allés s'installer en banlieue, si on peut dire, mais même en campagne à ce point-ci. Puis en campagne, ben, tout est redevenu un peu à leur place. Puis ils ont pu avoir une vie qui est fondamentalement beaucoup plus sous le joug de la simplicité volontaire. Fait que je trouvais que la succession des types sociaux était vraiment intéressante dans la série, où ce qu'on parle, c'est avec cette idée-là non pas nécessairement d'une technocratie, là, parce que là, je vois vraiment plus avec l'œil moderne, mais cette idée-là de l'industrialisme qui est vil. Après ça, on y va vers une espèce de culture qui est conservatrice en quelque sorte, mais conservatrice pour des raisons un peu de survie. Ensuite, évidemment, tous les grands vilains. Puis c'est à partir de ce moment-là, dans la télésérie, que je commençais à avoir des grands relents. Ça sentait vraiment fort, le Walking Dead. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que The Changes, c'est un Walking Dead pas de zombies, essentiellement. Puis les zombies, bon, on l'a toujours dit, là, c'est un peu une partie du décor dans Walking Dead. Les véritables interactions, c'est entre qu'est-ce qui reste de vivant et les fiefs et les interactions entre à la fois le roi avec le tigre et Negan et ainsi de suite. Ben, c'est ce qu'on retrouve dans Changes aussi. Il y a ces communautés, les communautés viennent en conflit et décident un peu d'avoir à comparer des modèles sociaux un envers l'autre. La seule personne qui n'est pas fondamentalement dans un modèle social, c'est Nikki. Nikki, elle se promène, puis elle fait « Ah, ici, ça fonctionne de même. Ah, ici, ça fonctionne comme ça. » C'est pour ça que ça me faisait penser un peu à Walkabout, parce qu'au final, elle est dans un processus de découverte et elle déplore, déployée, là. Elle est en train d'ouvrir sa personnalité par rapport au monde et de prendre toutes ces influences-là. Donc, elle est à la simplicité volontaire. Et à la simplicité volontaire, ben, il y a cette réflexion-là par rapport au progrès où on dit all these people that want to stop evolution because there are progresses that they don't like. Donc, cette idée-là que ici, on arrête parce que là, on est arrivé à un point dans l'histoire du développement technologique dont on est en désaccord. Puis là, il faudrait qu'on arrête ici. Tout avant, c'était correct, on pouvait se développer, tout. Mais là, ici, il y a quelque chose qui vient enfreindre dans nos règles. Donc, on doit arrêter le progrès. On doit arrêter l'innovation. Puis ça, bien évidemment, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est drôle comment que c'est à partir du 9e épisode. Ben, en fait, c'est drôle. C'est juste qu'on finit par oublier, comme je vous disais, la présence de ce bruit-là. The Noise, qui est vraiment la situation initiale, mais qui est la raison d'être de toute cette série-là. On arrive à l'épisode 9 qui s'appelle The Quarry. Puis là, ça se réveille. Vous allez le remarquer si jamais vous écoutez l'émission. Le générique de fermeture de la télésérie, c'est toujours une caverne. Mais on pose jamais la question, du moins moi, en tant que spectateur, je me suis jamais posé la question de pourquoi est-ce que c'est une caverne. C'est un truc de la BBC des années 70, ça peut être n'importe quel stock footage qu'ils veulent. Il y a un train au début, il y a une caverne à la fin. Peut-être que c'est un espèce de truc elliptique où on est en train d'essayer de faire l'ellipse de la... Tu sais, on a parti de quelque chose de technologique, puis on finit dans nos cavernes. Bon, peut-être que c'est ça. Mais non, The Quarry est vraiment une place. Et dans The Quarry, en fait, il arrive dans cet épisode-là où il trouve un personnage qui s'appelle Tom Chabon, je pense. Et là, on décide de trouver... Ah, attendez, non, pardonnez-moi, j'ai complètement oublié que dans... ouais, c'est ça, il y a eu Paul Stone, il y a Hardings, où là, il y a eu toute l'idée avec les brigands, puis la chasse aux sorcières, et ainsi de suite. Après ça, à l'épisode 8, on arrive à Lightning. Puis à Lightning, ils sont encore sur leur bateau, le bateau qu'ils ont utilisé pour se débarrasser du monsieur, mais le bateau, il se fait frapper par un éclair. Et quand il se fait frapper par un éclair, Jonathan, le jeune garçon qui est avec elle, est totalement convaincu que ça a été fait intentionnellement. Et pour les gens qui écoutent l'émission depuis assez longtemps, vous savez que la première chose qui m'a passé par la tête, c'est « Oh shit, cette série-là, elle parle de l'orgone, il y a un cloudbuster, il y a quelqu'un dans le ciel qui est en train de ramasser l'énergie sexuelle de l'Angleterre au complet puis qui est en train de l'utiliser pour manipuler la température et le climat et qui aussi est capable de faire des déjections d'éclairs sur des cibles bien précises. Que ne fut pas mon trip de dire « Oh, Chris, c'est le vidéoclip de Kate Bush all over again, je suis tellement heureux. »
Mais c'est pas nécessairement le cas non plus, parce que dans l'épisode 9, on arrive à The Quarry. Puis dans The Quarry, on trouve un personnage, Tom Chadbourne, qui lui est quelqu'un qui fait une recherche scientifique sur les oscillations et est complètement fou. Il est dans une espèce de tu sais, dans les derniers stages de la psychose. Il est absolument convaincu que c'est de sa faute, tout ce qui s'est passé. Il dit, je suis descendu et je l'ai touché. Et quand je l'ai touché, j'ai éveillé le pouvoir. Et j'espère que votre curiosité est piquée à ce point-ci, parce que c'est ici où ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Dans toutes les élucubrations, dans toute son espèce de folie, il dit « Do you wish things went back to how they were? » Et elle répond, Nikki, « Yes, I guess I do. At least back then, people could choose how they lived their lives. » Puis ça aussi, il y a quelque chose par rapport à l'Apocalypse. Puis ça m'a fait aussi... peut-être que je fais des rapprochements un peu gratuits, mais ça m'a fait penser un peu à la raison d'être des trucs comme Extinction Rebellion. Extinction Rebellion ont cette idée-là d'être disruptif, mais d'être disruptif dans des circonstances où on a le choix de l'être, parce que dans pas longtemps, on l'aura plus. Donc, c'est cette idée-là que, oui, c'est plate qu'on ferme un centre d'achat, mais si ça continue de même, il n'y en aura pas de centre d'achat. Ce qui fait que accepter le fait qu'on l'arrête une fois de temps en temps pour s'assurer qu'il y a un changement dans les comportements qui font en sorte qu'il va y avoir des centres d'achat dans l'avenir. Et la même chose avec les blocus automobiles, la même chose avec les ponts. S'il te plaît, arrêtez de vous rassurer dans votre confort en disant que les choses vont persévérer de cette manière-là. Une fois de temps en temps, une petite disruption pour vous montrer à quel point la grande disruption est importante et de mise. Donc, il y avait ça dans The Quarry. Il y a plein de trucs que j'ai réussi à relier. Évidemment, 10 épisodes de 20 minutes, ça fait en sorte que tu peux faire de l'analyse sur partout, sur tout ce que tu entends. Bon, encore, on revient avec le personnage de Chadbourne. Il dit le bruit qui a commencé quand je suis allé dans la caverne et que j'ai touché, c'est un bruit qui te donne le goût de tout arracher. Qui te donne le goût that makes you want to tear everything apart. Je n'irai pas dans White Noise de Dédélio, mais il y a vraiment ce truc-là par rapport au son de sa propre mortalité, le son de la panique, le son de la faim, qui est extrêmement présent. Il était en train de faire exploser cette caverne-là. Il a trouvé quelque chose. Mais en fait, il n'a pas trouvé quelque chose. Il a trouvé quelqu'un. Et quand il a trouvé cette personne, il s'est approché et il est allé le voir et il l'a touché. Et en le touchant, la phrase qu'il a entendue, c'est « I am Merlin. Whoever touches me unbalances the world. » Et ouais, c'est ça le punch de la série. C'est le fait que The Changes est provoqué par le retour sur Terre du personnage de Merlin. Et l'homme complètement, le scientifique qui est complètement, qui a perdu les pédales par rapport à la présence de Merlin, dit « Je vais le réveiller parce que c'est lui qui va rétablir l'ordre et c'est lui qui va sauver les choses. » Et là, Nikki est comme « Mais Merlin, c'était pas une personne. » Et il répond « Ce n'est pas une personne, c'est une force. Elle était ici avant, elle est encore ici. C'est un pouvoir. Merlin l'a éveillée à l'époque. Et il a été assez fort pour la contenir. Mais il est son contenant. Ah! Je peux pas vous dire à quel point est-ce que j'ai eu un sourire lors du dernier épisode de Cavern où on découvre que tout ça est connecté aux forces fondamentalement occultes de l'Angleterre. C'est fou. C'est tellement fou. Cette idée d'avoir un personnage breton, là, parce que là, j'ai évidemment été faire beaucoup plus et trop de recherches par rapport au personnage de Merlin. Malgré que Merlin a été intégré, si on peut dire, au canon des Chevaliers de la Table Ronde, ben, initialement, c'est quand même quelqu'un qui a été bien écrit sous Geoffrey of Monmouth. Et Merlin est le composite de plusieurs personnages. Merlin, en tant qu'humain, est un composite de plein de sorciers régionaux. Il a plusieurs visages. On s'est entendu à dire Merlin, c'est l'addition de tous ces sorciers régionaux-là. Mais Merlin est aussi un cunning man. Ça, c'est en ayant lire Owen Davies que je me suis retrouvé à vraiment rechercher les personnages des Cunning Folks. Les Cunning Folks, en fait, c'est
pré-Wicca. C'est une forme un peu occulte du druide, si on peut dire. Merlin, autant que dans les fictions de Troie, est beaucoup plus un personnage social, beaucoup plus un personnage civilisatoire. Il est un personnage, même jusqu'à Borman, même jusqu'à toutes les autres adaptations des Chevaliers de la Table Ronde. Merlin est toujours proto-Gandalf, si on peut dire. Mais si on retourne à Geoffrey of Monmouth, qui lui est un des premiers à avoir, ou du moins, je ne peux pas dire historiquement premier parce que c'est beaucoup d'archives qui ont disparu, mais c'est celui qui nous est resté. L'histoire de Merlin, c'était quelqu'un qui habitait dans les bois, qui voulait absolument rien savoir des gens. C'était un homme nu, couvert de boue, qui sortait une fois de temps en temps pour faire des prophéties, mais qui ne pouvait pas du tout tolérer la civilisation. C'était quelqu'un qui était continuellement rappelé au bois, continuellement rappelé à l'autosuffisance. Même que dans Monmouth, on parle beaucoup de l'hiver. On parle de ces moments où Merlin doit trouver d'autres manières de se nourrir et doit trouver d'autres manières de vivre, de survivre. Il doit être débrouillard. Puis là, je reviens à Changes. Je me rends compte que qu'est-ce qu'on est en train de dire à propos de Merlin au 12e siècle? Ben, c'est ce que Changes est en train de dire à propos de notre société au 21e siècle. Ben là, c'était le 20e, mais là, moi, je l'ai vu au 21e. On est peut-être devenu complaisant. On est peut-être trop dépendant des machines et des choses qui rendent notre vie confortable. Comme Merlin est confortable durant l'été, mais inconfortable durant l'hiver. Et là, dans Changes, la balance de l'univers, la balance la cosmique, si on peut dire, fait en sorte qu'on tombe dans un moment d'inconfort. Puis on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est méfiant, mais on finit par se communiquer. On finit par communiquer, on finit par se parler, on finit par échanger. On finit par échanger des savoirs. Puis après ça, ces savoirs-là, ils font peur. Et ces savoirs-là, ils font peur. Puis quand ils font peur, ben là, on se retrouve à une nouvelle forme de renfermement. Et une fois le renfermement complètement opéré, ben les communautés finissent par se fermer et de se comparer. Et là, inévitablement, il y a des guerres. The Changes devient juste une grande métaphore sur qu'est-ce que c'est la société quand elle tombe en inconfort. Je reviens à Cunning Man, parce que The Cunning Man, c'est vraiment, comme je disais, les pré-Wiccans, mais c'est aussi, ce n'est pas, c'est aussi, j'ai trouvé ça super intéressant, j'avais jamais entendu parler de l'expression folk magic. Le folk magic, d'après Owen Davies, c'est aussi connu sous le nom de la low magic, la magie basse, qui, évidemment, est en opposition à la high magic. La high magic, c'est la magie cérémoniale, la magie dont on s'attendrait peut-être plus du bord du Golden Dawn, une magie qui a un rituel, et ainsi de suite. Mais la low magic, c'est de la magie, fondamentalement, de la débrouillardise. C'est de la magie de savoir quelle plante, savoir quel animal, connaître les vents, connaître les courants. Le low magic, c'est la connaissance de notre environnement. Et les Cunning Man, c'est cette grande tradition qui était à la fois le craft traditionnel, qu'on appelait aussi le old craft, ou le elder craft, ou le sabbatic craft, ou le nameless art, ou le crooked path. Toutes ces formes de magie-là qui sont fondamentalement, pour nous, pas vraiment de la magie, mais qui l'étaient à l'époque. Cette idée-là d'une connaissance et d'une compréhension de notre environnement. Et Davies continue en disant, et je cite, « Ces magiciens were not concerned not with the mysteries of the universe and the empowerment of the magus, so much as it... pardon, mon intonation était pas bonne. Concerning not with the mysteries of the universe and empowerment of the magus, so much as with practical remedies for specific problems. » Et The Changes, c'est un peu en train de nous dire ça. Il va y avoir des problèmes spécifiques. Et nous devons avoir les remèdes. Parce que ça va peut-être pas tomber du ciel. Ça va peut-être pas tomber dans les grandes forces occultes. Ça va arriver. Puis quand ça arrive, ben on est bien mieux d'être prêt. Puis quand on est prêt, ben on est cunning. Fait que le cunning folk, et l'idée que Merlin en fait partie, et l'idée qu'il y a une forme d'occultisme qui est capable de nous préparer à ce type d'événement-là. Forme d'occultisme qui existe dans une multiplicité de cultures. Sur l'entrée Wikipédia de Cunning Man, on voit qu'en France, on les appelait les devins guérisseurs ou les leveurs de sorts.
dans les Pays-Bas, on les appelait les Tovok-Dokters ou les Divuel-Banners. En Allemagne, c'était les Hexenmeisters. Bon, Hexen, hein, on s'en entend. Au Danemark, les Klögefolk. En Espagne, les Curanderos. Au Portugal, les Saludadores. Il y a eu des grands folkloristes qui en ont parlé, comme William de Blécourt, Robin Briggs et Owen Davies, qui est vraiment devenu quelqu'un que je vais absolument lire. Il y a eu des grands cunning folk. Il y a eu des Witchmasters dans l'Essex, dont Old George Pickinghill, qui est né en 1816 et qui est mort en 1909. On dit que Aleister Crowley a été étudiant de Pickinghill pendant une certaine époque, mais parce que dans les cercles de cunning folk, il n'y a pas de hiérarchie entre les hommes et les femmes. Aleister Crowley était écœuré de se faire donner des ordres par des femmes, donc il est parti. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point est-ce que Aleister Crowley n'est pas une bonne personne. Je pense que The Most Wicked Man in the World, on le sait bien. On sait aussi que, je pense que je l'ai déjà dit à l'émission, qu'il aimait ça, amener des gens en expédition dans les montagnes parce qu'il aimait ça les perdre et les tuer. Donc, attendons-nous pas à un peu de décence par rapport à lui. Mais oui, Aleister Crowley a été à proximité de ces cunning folk-là. Le dernier cunning folk qu'on recense, en fait, né en 1912, c'est une personne qui s'appelle James Murrell, dans le village de Hadley, qui, lui, était, en fait, beaucoup plus dans la prophétie, comme Merlin l'est. On avait cette idée-là d'avoir the second sight, le second œil. James Murrell était le 7e fils d'un 7e fils, qui est une tradition, en fait, qui est une circonstance extrêmement importante dans la ligne patrilinéaire. Donc, ça fait en sorte que le 7e fils du 7e fils a des pouvoirs. James Murrell l'avait. Il était beaucoup plus un hedge witch. Donc, les hedge witch, c'est les personnes qui manipulaient beaucoup plus l'écosystème puis l'environnement, connaissaient les plantes, et ainsi de suite. Plus que l'idée du sorcier ou du conjureur, de conjurer, comme on le voit dans Donjons et Dragons, la personne qui est capable de faire une boule de feu et tout. Pour les personnes qui s'intéressent, Faye Honeybell a écrit un truc extrêmement intéressant qui s'appelle Cunning Folk and the Wizards in Early Modern England, qui ressemble totalement à cette idée-là et qui donne un bon... c'est un bon départ pour connaître ces figures nobles-là, dont Merlin faisait clairement partie. L'autre truc que j'ai trouvé intéressant, mais ça vient plus d'une bande dessinée de Warren Ellis. Évidemment, c'est Warren Ellis qui devient un peu... c'est toujours une référence par rapport à ces trucs-là. Surtout une de ses dernières séries qui s'appelle Injection, dans laquelle on parle des Spriggans. Moi, je l'ai toujours dit Spriggans, même depuis que le manga existe. Mais c'est plus, en fait, on m'explique que le graphème, ça fait Spriggan. Et ça provient, par exemple, du Cornish, en fait, du Spritiun. Bon, je prononce tout croche, whatever. Qui est des variations sur le mot esprit. Le Spriggan, c'est la version mauvaise de la fée, en fait. La fée est là pour aider. C'est pas pour rien, j'ai parlé des fées tantôt quand je parlais des personnes qui réparaient les armes. Vous voyez comment est-ce que je construis mes émissions, les épisodes. Mais les Spriggans, c'est plus comme les gens qui ont maltraité les fées. Et comment est-ce que les Spriggans ont comme tâche de punir ces personnes-là. Puis là, bon, ça devient vraiment intéressant quand on pense à la roche, quand on pense à The Quarry puis The Cavern et à The Noise comme une oscillation provoquée par les Spriggans. Parce qu'on ne s'est pas occupé des gens ou on ne s'est pas occupé des forces qui s'occupaient de nous. Donc là aussi, il y a une façon de lire The Changes comme on dépend tellement de la technologie qu'on a fini par la prendre pour acquis en la prenant pas pour acquis, en la prenant pour acquis puis en ne s'émerveillant plus de ce qu'elle nous offrait. Ben, on a évoqué un peu les mauvais esprits. Les mauvais esprits, ben, vibrent à une oscillation particulière. Là, je reviens au son de la bime ici. Vous voyez comment est-ce que j'ai construit l'épisode aujourd'hui? Ouais. Là où les Spriggans sont des mauvaises fées et qui altèrent l'oscillation du monde pour la désaxer, momentanément. Parce qu'à la fin de la série, bon, tout se replace. Une fois que Merlin décide de rebalancer le monde, tout revient à la normale. Mais c'est encore ce débalancement qui sert d'appel, qui sert de rappel même, en disant, ben, faut conserver un équilibre. Et si vous n'êtes pas capable de garder ça en tête, ben, on va intentionnellement déséquilibrer le monde. Et c'est pas les forces
en pouvoir actuellement qui vont le faire, c'est les forces occultes, c'est les forces sous-jacentes qui vont se mobiliser. Que ce soit les Spriggan, que ce soit Merlin, que ce soit les Cunningman, que ce soit le son même, comme substance occulte, qui vont venir rectifier la situation. De manière désagréable, certes, mais qu'il va falloir qu'ils la fassent. Fait que The Changes, bon, évidemment, c'était une série extraordinaire qui a énormément de potentiel interprétatif, mais qui ouvre aussi les portes vers une recherche extrêmement stimulante sur le personnage de Merlin et comment est-ce qu'on le représente et comment est-ce que, moi, à mon avis, j'ai l'impression d'avoir été un peu leurré sur les adaptations et les représentations de Merlin. Je trouve que le Merlin de Geoffrey of Monmouth est vraiment plus intéressant que le Merlin de Chrétien 3, malgré que je n'ai même pas été vérifié si Merlin est dans Chrétien 3 ou s'il est dans les laits de Marie de France. Je pense pas qu'il est dans les laits de Marie de France, mais peut-être qu'il est dans le Chrétien 3. Probablement qu'il est dans Chrétien 3, là. C'est juste que je l'ai pas vérifié, ça fait qu'il faudrait pas que je me trompe. Mais Geoffrey of Monmouth en fait une espèce de trickster complètement fou, une espèce de personnage complètement insaisissable. Et c'est dans The Changes, ou du moins c'est avec cette lecture-là de Merlin qu'on comprend mieux The Changes. C'est exceptionnel. Donc, c'est sur ça là, que je vais terminer l'émission. En fait, on va parler de Christmas Evil la semaine prochaine pour terminer ça. Je vais aussi commencer des petites capsules parce que j'ai découvert quelque chose que je pense pas que je suis capable de faire une émission au complet là-dessus, mais j'ai découvert de quoi d'assez intéressant qui mérite peut-être un 5-10 minutes. Fait peut-être une petite capsule du 7e antiquaire qui s'en vient. Merci encore à tout le monde pour l'écoute. Merci énormément à la France d'avoir participé autant au succès de cette balado. Vous êtes extraordinaire. Je ne vous ai que très peu rencontré, mais je vous parle aujourd'hui en vous disant merci énormément pour votre support. Je termine comme d'habitude en vous disant si ça vous intéresse, si thématiquement il y a quelque chose que vous pensez qui pourrait intéresser quelqu'un dans votre environnement, conseillez cet épisode-là à quelqu'un. Dites, hey, il y a quelque chose que j'ai entendu sur Merlin récemment qui me fait penser à ce que tu es en train de vivre à job. Peut-être que ça pourrait arriver à bon port. Donc, on conclut l'émission avec, évidemment, un cover de Changes. Mais j'ai pas mis un cover de Bowie. C'est un cover de Black Sabbath. On va aller écouter Charles Bradley qui fait Changes de Black Sabbath. Bonne semaine tout le monde. Je vous aime fort. I feel unhappy. I feel so sad. I have lost the best friend that I ever had. She was my woman.